fleurs en hommage aux victimes du double attentat du métro de Moscou qui a tué 40 personnes le 29 mars dernier. Le flux des trains et des passagers a repris son cours, ponctué de signes de recueillement et de contrôle de police. Depuis le drame revendiqué par un groupe rebelle tchétchène, la police de Moscou a renforcé son dispositif de surveillance dans tout le réseau des transports publics. Nous avons des patrouilles dans toutes les stations pour assurer la sécurité des voyageurs. Tous mes collègues travaillent avec des détecteurs de métaux. Nous avons également des brigades canines dans toutes les stations. Une présence policière accrue que les forces de l'ordre espèrent dissuasive. Moscou a connu une dizaine d'attentats meurtriers depuis 1999, dont plusieurs dans les transports publics. Le dernier attentat dans le métro avait fait 41 morts en 2004. Malgré le choc, la population n'a que peu manifesté son désarroi après le 29 mars. Une grande partie des moscovites considèrent le pouvoir impuissant face à la menace terroriste, constate le sociologue Boris Doubine. Les gens ont été atteints au cœur par les explosions. C'était un événement très fort qui les a profondément marqués. Mais bizarrement, il n'y a pas eu de réaction massive, organisée. 65 à 70% des Russes, selon les études des derniers mois et des dernières années, pensent que soit eux, soit leurs proches pourront être victimes d'attaques terroristes. Mais il est peu probable que cela incite pour autant la nation à se mobiliser. En Russie, on pense que c'est plus facile de se sauver seul qu'en étant unis. Seuls, avec leur chagrin, Vladimir Makarevitch et sa femme Nina. L'un de leurs 3 fils, Vseva, 30 ans, a perdu la vie dans les attentats du métro. Ils n'attendent plus rien de personne. Nous n'avons pas besoin de plus. Ils vont donner 1 million de roubles. Vseva a tiré un bon numéro à la loterie. La valeur de la vie. Sa vie. Dans le centre de surveillance de la police du métro, on veille à ce que personne ne soit plus jamais seul. Des caméras sont déjà installées dans toutes les stations, tous les wagons en seront également équipés d'ici la fin de l'année. Mais l'efficacité de la lutte antiterroriste se mesure d'abord au nombre d'attaques déjouées, souligne cet expert des questions de sécurité. Si Londres, Madrid ou New York n'ont pu éviter d'être durement frappés, leur dispositif de prévention est à ses yeux plus efficace que celui de la capitale russe. La spécificité de la situation européenne et des villes américaines, c'est que ces attentats ne se sont pas répétés. Cela nous indique que leurs services spéciaux sont beaucoup mieux préparés qu'ici à Moscou. La question n'est pas le nombre de caméras ou le fait d'installer des détecteurs de gaz partout, ce qui coûte très cher. Ce n'est pas le moyen de combattre le terrorisme. Le moyen de combattre le terrorisme, c'est de pénétrer les réseaux terroristes et d'analyser les informations qui peuvent indiquer que des actes terroristes se préparent. La Russie est malheureusement un pays très pratique pour les terroristes, parce que c'est un pays très mal gouverné et parce que le niveau de corruption est très élevé. Pour le numéro 2 de la police du métro, la coopération entre forces de l'ordre et services de renseignement est essentielle, mais chacun doit faire le ménage dans ses rangs. La société déteste le terrorisme. La société ne peut pas accepter que la corruption ni que d'autres structures puissent influencer ce problème. Nous avons créé notre propre police des polices qui surveille tous les membres du personnel. S'il y a la moindre chose qui ne va pas, nous prenons les mesures les plus strictes. Face à la station Loubianka où a eu lieu la première explosion, le siège des services de renseignement russes, le FSB, ou Service fédéral de sécurité. Nos demandes d'interview sont restées sans réponse. Cet ancien responsable de la sécurité du KGB, ancêtre du FSB, lui a beaucoup à dire. Ce général à la retraite est en colère contre l'État. Son fils, gravement blessé dans les attentats du métro, était à l'hôpital quand nous l'avons rencontré.
Pour combattre le terrorisme, il faut une approche globale. Il y a des installations nucléaires dans le centre de Moscou, des stades immenses, des aéroports, des ports, des dépôts de munitions qui sont autant de cibles pour les terroristes. Mais maintenant, tous les efforts sont sur le métro. Franchement, à l'époque de l'Union soviétique, le problème du terrorisme aurait été géré avec beaucoup plus d'efficacité. Aujourd'hui, on voit des affiches du FSB avec un numéro de téléphone invitant les gens à appeler s'ils voient quelque chose de suspect. Avant, il y avait un vrai désir des gens, dès qu'ils voyaient quelque chose d'étrange, parfois même sans importance, d'informer le KGB. Mais pour cela, il faut aimer son pays, pouvoir lui faire confiance et pouvoir faire confiance aux services spéciaux. Pour ce spécialiste de l'islam et du Caucase, il faut d'abord combattre le mal à sa source. Les valeurs de l'islam, en plein essor dans le Nord-Caucase, dit-il, peuvent aider à lutter contre la radicalisation croissante des jeunes de la région. Il ne suffit pas de se battre contre les attentats terroristes, il faut se battre contre les causes de la radicalisation de la jeunesse du Caucase, et elles sont nombreuses. L'injustice sociale, la corruption, le manque de possibilités de se réaliser, la force militaire, les pressions des forces de l'ordre, le manque de travail sérieux des responsables religieux, des leaders qui ne sont pas souhaités. Pour s'attaquer à tout ça, il faut une approche globale. Avis partagé par la journaliste Yulia Yuzik, connue pour son livre Les fiancées d'Allah, une enquête sur les femmes kamikazes souvent utilisées pour perpétrer les attentats des islamistes radicaux du Nord-Caucase. À ses yeux, de nombreuses zones d'ombre planent autour des attaques du 29 mars, avec à la clé un probable regain de violence. Le président Medvedev a décidé de réformer le Caucase, c'est-à-dire d'arrêter la logique de la force, de combattre la corruption, le chômage, les problèmes sociaux, pour éliminer les sources du terrorisme. Mais maintenant, les attentats terroristes ont clairement affaibli Medvedev. Et tous les projets de réforme paraissent étranges quand il y a des nids de terrorisme. Le ministre de l'Intérieur devait aussi présenter une réforme majeure de son ministère avant le 1er avril. Et le 29 mars, il y a eu des attentats terroristes et toutes les discussions sur la réforme sont devenues hors de propos. Nous avons rendez-vous avec Jamila, jeune femme venue à Moscou du Daghestan il y a 17 ans, avec sa mère et ses sœurs. La Russie est leur pays, Moscou leur capitale, disent-elles, mais leur origine et leur foulard se heurtent désormais au contrôle policier et surtout à la montée de la xénophobie. Les femmes kamikazes, désignées comme les auteurs des attentats du métro, ont été identifiées comme venant elles aussi du Daghestan. Quand avant je me promenais dans le métro en portant un hijab, je n'avais jamais de problème. Mais maintenant je me cache. À la maison je le porte, mais dans le métro je le cache sous une capuche ou une casquette. Tout le monde me regarde de travers, avec méfiance. Ils ont peur. Et moi j'ai envie de leur dire que je suis quelqu'un de bien, qu'il ne faut pas avoir peur. Que si je porte un foulard, ça ne veut pas dire que je suis une terroriste. Le Caucase est une région si petite. Comment est-ce possible que les autorités n'arrivent pas à le pacifier ? Et comment est-ce possible qu'une région si petite puisse produire des criminels comme cela? Je ne comprends pas. Ce n'est pas une guerre pour la religion. La religion condamne la guerre. Passionnée de montagne, Vsieva Makarevitch l'était aussi du Caucase et de ses habitants, nous répète son père. C'est à ceux qui envoient leurs enfants se faire exploser qu'ils demandent des comptes, pas au peuple caucasien que son fils aimait tant. Ils te reçoivent à bras ouverts. Comment cette chose a pu nous arriver? Moi, je voudrais qu'on donne leur indépendance à tous les Caucasiens, qu'on ferme les frontières, et c'est tout. Maintenant, on ne peut pas désigner catégoriquement un coupable, dire « c'est lui ». C'est pas sérieux parce que nous sommes tous coupables.